Étudiantes et étudiants de l'UPM, bonjour. Dans le cadre des activités étudiantines de l'Université privée de Marrakech, le club UPM Students Union organise pour nous, une conférence sur la thématique du développement durable et entrepreneuriat social. Nous avons l'honneur d'accueillir Mesdames Nora Fitzgerald et Madame Shane Midari, qui vont nous faire part du sujet de la thématique de développement durable et d'entrepreneuriat social, et nous ont de parler aussi de leur parcours et de leur expertise dans le domaine. Je vous invite à prendre part si vous avez des questions et à intervenir. Je les remercie, je réitère aussi mes remerciements. Donc j'invite Monsieur Mehdi Haïda, président du club organisateur, pour vous donner une présentation du club ainsi que de l'activité qu'ils organisent. Merci. Merci Madame Iman. Bonjour. D'abord, j'aimerais vous présenter notre club UPM Students Union, organisateur de cette conférence. UPM Students Union vise l'organisation d'événements pluridisciplinaires à vocation éducative, culturelle et festive. Notre objectif est d'organiser des ateliers, des formations et des conférences visant à améliorer nos compétences, nos étudiants, en communication, en résolution de problèmes et dans des thématiques telles que le développement durable, l'entrepreneuriat, la culture et le divertissement. Concernant notre intérêt pour développer l'esprit entrepreneurial, nous prenons l'initiative d'organiser du 24 février au 17 mars un ensemble d'activités qui tournent autour d'une compétition intitulée Green Beach Challenge pour encourager l'innovation et la créativité liées à la thématique du développement durable. Green Beach Challenge est une compétition ouverte aux étudiants de l'UPM ayant l'idée d'un projet novateur avec un enjeu de développement durable. Aujourd'hui est la date limite pour les inscriptions. Vous avez encore la possibilité de le faire. Notre club organise 2 journées pour choisir les équipes gagnantes en 2 étapes. Il y aura d'abord une journée de présélection pour présenter vos idées devant un jury pluridisciplinaire. Vous aurez 5 à 7 minutes pour présenter votre projet. Votre équipe sera sélectionnée selon 2 critères: la qualité de présentation, la problématique développée. Si vous voulez plus d'informations, vous avez un contact sur la fiche. Aussi, notre club à votre disposition après la conférence. Ensuite, les équipes sélectionnées participeront à la 2e étape en suivant 3 ateliers. Le business model Canva avec monsieur Mohamed Rifadi, consultant et coach et conférencier en entrepreneuriat et gestion de carrière, c'est le vendredi le 3 mars. Et le self-branding avec madame Sofia Chehbi, qui est un conférencier professionnel en image de marque. C'est le mardi 7 mars. Et finalement, le pitch avec monsieur Achraf Kabouaï Moussari, conférencier, professeur de leadership et entrepreneuriat. Les équipes gagnantes bénéficieront enfin d'une incubation des projets et seront finalement prises en charge par le service de l'incubateur de l'UPM qu'on représente ici, présent aussi le professeur M. Ali Mchaï. Merci. Je suis très heureux d'être là, de vous présenter 2 intervenants de talent, des intervenants avec plein de carrières, plein d'expérience et d'inspiration. J'ai premièrement Madame Nora Fitzgerald, la fondatrice du centre Amal à Marrakech au Maroc, où elle aide les femmes nécessiteuses à refaire leur vie et à retrouver leur force grâce à une formation pratique et un travail. Forte de son expérience, il offre un soutien aux ONG
dans le travail de développement axé sur les valeurs. Madame Nora Fitzgerald donne également des conférences et des ateliers sur l'empowerment et le genre dans un contexte marocain et universel. Plus précisément, elle travaille dans le conseil en développement durable, la rédaction de subventions, l'autonomisation des femmes, les conférences et les ateliers et la traduction. Deuxièmement, on a Madame Sheima Medawi qui remporte en 2019 le premier prix de la deuxième édition de l'initiative Qatari Arab Innovation Academy. Originaire de Rabat et résidente à Mohammedia, Sheima El Medawi prépare son doctorat à la faculté de médecine à Casablanca, après avoir obtenu son master en biologie des cancers à l'université Mohamed VI des sciences de la santé à Casablanca et une licence en technologie biomédicale à la faculté de sciences et techniques de Mohammedia. Parallèlement à ses études, elle est la responsable de communication auprès de Enactus Maroc. C'est une artiste passionnée par la danse classique et professeure de ballet. Elle joue du piano depuis son enfance. Elle adore le voyage, une passion qui partage avec les internautes à travers des blogs publiés sur sa chaîne YouTube et qui ne cesse de faire sensation. Sheima est également une passionnée de travail associatif et du volontariat. Elle a pu participer à plusieurs actions associatives dans plusieurs coins du monde. Les applaudissements, s'il vous plaît, madame. Madame Sheima Medawi, madame Nora Fitzgerald, je suis très heureux d'être entouré par vous, entouré par deux femmes de carrière, de poids et beaucoup inspirantes surtout. Je vous remercie au nom de tous les étudiants de l'UPM pour avoir accepté déjà notre invitation et d'être parmi vous sur cette conférence. Et premièrement, s'il vous plaît, en fait, dès qu'on est là avec des gens de poids, on aimerait savoir de vous directement, s'il vous plaît, quelles sont les choses qui ont poussé votre motivation vers l'engagement dans l'entrepreneuriat social. Et je vais commencer par vous, Madame Nora, si vous me permettez. Bonjour à tout le monde. Mon expérience avec l'association Amen, qui est considérée comme une entreprise sociale, même si au Maroc, il n'y a pas vraiment de vraie entreprise sociale du point de vue légal. Donc soit on est une association, soit on est une SARL ou bien une coopérative. Mais là, je sors un peu de votre question. Moi, j'étais vraiment poussée par la cause sociale des femmes vulnérables, surtout après une rencontre avec une femme qui avait 2 enfants, 2 petits nourrissons et presque plus grand. Elle n'était pas mariée. J'ai commencé à la connaître, essayer de savoir un plus sur sa vie. Et un jour, je lui demande quelle est la somme d'argent avec laquelle elle vit chaque jour. Elle m'a dit chaque jour si on avait 1 dirham, on arrive à vivre. Donc ils étaient 3 personnes à vivre à 20 dirhams. Et cette somme était tellement petite que ça m'a choquée. Ça m'a choquée que ici, au Maroc, à Marrakech, avec tout ce qu'on a comme développement, et tout, qu'il y ait des personnes qui vivent, donc divisé par 3, c'est 7 dirhams par jour. Alors que pour beaucoup d'entre nous, 20 dirhams, c'est pas vraiment critique. Si je perds 20 dirhams de ma poche, ça va pas changer ma vie comme ça ou comme ça. Donc, il y avait pour moi un moment de choc. Et c'était comme ça m'a brisé le cœur. C'était pas le moment où j'ai pensé à l'entreprise sociale, non. J'ai juste pensé à cette femme, à ses enfants. Je pouvais pas regarder ce bébé et lui dire, dans notre monde, on a tellement de choses, mais pas pour toi, mais pas
assez pour toi, pas assez pour que tu manges ce soir. C'est ça, c'était la graine qui a ensuite germé pour faire tout un parcours. Et c'est venu, le parcours est venu petite étape par petite étape. C'est pas que j'ai rencontré cette dame et que j'ai eu l'idée de faire l'association Amen. Merci beaucoup. C'est un témoignage de la petite graine qui a fait ce fruit du projet Amen que vous connaissez tous. Et pour vous, Madame Cheima, s'il vous plaît, en fait, vous êtes si jeune que vous démarquez dans le domaine de l'entrepreneuriat social. On aimerait savoir de vous, en fait, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prendre cette aventure et de se développer dans ce domaine qui a des spécificités, bien sûr, importantes. Merci. Alors, je pense après la présentation, vous vous demandez sûrement pourquoi je me suis lancée en entrepreneuriat social, surtout en tant que biologiste. Donc, je suis un peu loin du monde de l'entreprise, de mon parcours académique. Mais en fait, ce qui m'avait poussée surtout, c'était la curiosité au début. Quand j'étais en première année à la fac et que j'ai intégré les différents collèges qui existaient, notamment à l'âge de 19 ans, à 18-19 ans, j'étais membre du club Enactus. Du coup, c'est là où j'ai pu un peu découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social. Et donc au début, c'était surtout de la curiosité. L'entrepreneuriat social dont tout le monde parle. Et puis c'est là où j'ai découvert que c'est un monde à part entière et que c'est à travers des actions simples, on peut changer la vie de beaucoup de personnes, on peut impacter beaucoup de personnes. Et à travers ça, même si je suis dans le domaine de la santé, j'ai découvert que dans le domaine de la santé, je peux innover à travers l'entrepreneuriat et utiliser les outils et les choses que j'ai appris à travers ce parcours-là pour me lancer dans des projets. Donc heureusement que l'entrepreneuriat social est là, heureusement que j'ai fait le premier pas d'intégrer ce que le blanc, ce qui m'a permis d'apprendre énormément de choses, que ce soit à titre personnel ou professionnel, parce que l'entrepreneuriat social, c'est pas que voilà, on va créer un projet, on va répondre à un besoin et c'est tout, c'est plus que ça, ça nous apprend et ça nous forge en tant que personne. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée et ça m'a permis de créer et d'accompagner beaucoup de projets jusqu'à présent. Je pense qu'on aura le temps d'en parler avec plus de détails. Je vous remercie. Merci, chère présente. Je vous remercie et je vais te dire à deux votre intervention que ce sont des parcours exceptionnels et inspirants pour toutes les présences de la salle. Et c'est pour ça, en fait, j'aimerais savoir de plus, durant le lancement de vos activités dans le domaine de l'entrepreneuriat social, il y avait des défis au début, des difficultés. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur comment c'était au début? C'était que des défis et des obstacles depuis le début. Écoutez, quand on se lance en général, que ce soit dans n'importe quel domaine, et surtout dans le monde d'entrepreneuriat, c'est un challenge, c'est une aventure qu'on choisit de prendre, parce qu'on n'est pas sûr que notre projet va réussir, mais ce dont on est sûr, c'est que notre projet il va impacter des personnes, toi en tant qu'entrepreneur en premier lieu. Donc, je pense, moi, personnellement, le premier challenge que j'avais au tout début, c'était l'âge. Donc, à un jeune âge, je me suis lancée dans un projet et il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui, pour eux, j'étais trop jeune. Alors, pourquoi tu veux te lancer en entrepreneuriat? Je sais que l'entrepreneuriat, toi, tu es dans ce domaine-là, dans la biologie, dans la santé, pourquoi tu veux faire ça? Et puis après, ça a commencé à résonner avec les gens encore plus quand j'ai lancé mon projet qui est dans le domaine de la santé et que j'ai allié les deux, ce que j'ai appris à travers l'entrepreneuriat et mon domaine d'études. Donc ça, c'était le premier obstacle. Je pense que le deuxième, c'était tout ce qui est financement et je pense qu'on va en parler tout à l'heure.
Parce que quand on se lance en général dans un projet, au début, on n'a pas forcément un fonds d'investissement ou un fonds de roulement sur lesquels on peut se baser pour lancer le projet. Et je pense que ça, c'est le challenge de tous les entrepreneurs au tout début, et surtout de garantir la continuité financière. Au début, tu es à 0 dirham, il y a des fois où tu es riche, il y a des fois où tu es super pauvre. Donc il faut s'attendre à ça. Il y a des fois où tu es très content, il y a des fois où tu es misérable. Donc c'est de tout en fait, ça c'est de tout. Et je pense que le premier challenge que tu peux avoir, c'est toi-même. C'est qu'il ne faut pas te laisser influencer par ce qui se passe dans ton entreprise ou dans ton projet. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans chaque chose, dans tous les domaines comme j'ai dit. Et puis aujourd'hui, je pense on va en parler en détail des fonds de financement qui existent. Aujourd'hui au Maroc, il y a beaucoup d'opportunités de financement qui commencent à apparaître, qui commencent à se développer. Vous, en tant qu'étudiant, vous avez de la chance que vous avez un écosystème au niveau de l'UPM qui vous encourage à entreprendre durant vos années d'études. Donc, ce qui va vous permettre à faire beaucoup d'erreurs, faites beaucoup d'erreurs, à tomber, à trouver des personnes qui vont vous orienter. Donc je pense que c'est essentiellement ça. Je vous remercie, Madame Cheima. Je pose la même question à Madame Noa Fidjara, qui va en fait nous présenter quelques défis confrontés au début de son activité auprès du centre Amal. C'est à vous la parole. Je suis d'accord avec toi, Cheima, que c'est presque que des défis au début. Moi, j'ai eu des défis. En fait, moi, je divise les défis en deux catégories. L'une, c'est juste nous avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire, est-ce qu'on croit en nous, est-ce qu'on ne croit pas en nous. Donc, c'est des compétences internes et bien intrinsèques qu'on développe. Dit d'une part. D'autre part, puis on voit comment l'écosystème, quels sont les obstacles dans l'écosystème. Donc moi, c'était juste mon combat avec moi-même pour devenir la personne qui peut porter ce projet. Parce que j'étais une personne introvertie, je ne suis pas un leader naturel qui sort, qui influence les gens, comme ça, je suis plutôt calme, je suis plutôt réflexive et tout, mais j'étais mise dans une situation qui m'a poussée à me dépasser dans ce sens et être une autre personne. La première année du lancement du projet Amal a été pour moi l'année la plus difficile dans ma vie entière. Parce que ça m'a demandé beaucoup de sacrifices. J'étais maman de 3 jeunes enfants. Du coup, quand on lance un projet et que ça devient vrai, c'est sorti des idées, je veux faire ça, puis tu as le poids, tu as les responsabilités, tu as des personnes qui attendent des résultats, tu as des bénéficiaires qui ont de l'espoir dans ce projet. C'est autre chose. Donc moi, et c'était comme une convergence de plein de choses, parce que l'entrepreneur, il n'est pas juste dans une case d'entrepreneur, c'est une personne avec une famille, avec d'autres choses qui se passent dans la vie. Pour moi, la première année, il y a une convergence de beaucoup de choses qui ont fait que ça ne faillit pas continuer. Merci beaucoup. Je pense aussi que l'un des défis d'un entrepreneur, moi personnellement je l'avais rencontré, c'est aussi de convaincre les parents, la famille. On n'en parle pas trop, mais que oui, je suis étudiante, je vais continuer mes études, mais je veux lancer mon entreprise. Donc ça, c'est un défi qui est très important dans notre vie en tant qu'entrepreneur et en tant qu'étudiant, de convaincre sa famille et son environnement que je peux faire les deux. Donc c'est très important de savoir allier entre les deux, de savoir gérer ton temps, surtout en tant que jeune étudiant. Après, quand j'ai fini mes études, le deuxième challenge, c'était de convaincre encore mes parents que je peux être employée et générer de l'argent dans mon entreprise, et qu'à un certain moment, je vais continuer juste l'entreprise et arrêter
travail en tant que salarié. Il suffit en fait de savoir gérer cette situation pour pouvoir en fait la dépasser. Merci beaucoup. Ce que je peux vous dire vraiment sur votre intervenante, c'est que en fait, nos intervenants, mesdames et messieurs, ont relevé des difficultés par le challenge et le défi. Pourquoi? Parce qu'avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup d'énergie positive, ils ont arrivé à s'imposer dans un domaine. Et là maintenant, en fait, on va passer sur l'impact social créé par votre start-up ou votre association dans votre Cameroun Nova. En fait, comment il est cet impact déjà et comment vous mesurez cet impact? Donc notre association offre des formations pratiques dans tout ce qui est art culinaire pour les femmes issues de milieux très très difficiles. Donc c'est une transformation personnelle et professionnelle. Et au bout du cursus, nous aidons les femmes à trouver des emplois dignes dans le secteur de la restauration. Donc l'insertion professionnelle, voilà le but d'Yana. Aussi, cette transformation, valoriser soi-même, prendre confiance en soi, pour que ça ne s'arrête pas là, c'est un début de toute une vie. Donc l'impact, pour nous, on a plus de 300 femmes qui sont passées par le programme. Les taux d'insertion étaient très très bien. Donc on mesure par ça, on mesure aussi par la transformation que l'on ressent chez la personne. Je crois aussi qu'il y a un impact quand une entreprise sociale, un modèle marche bien, ça inspire d'autres personnes, ça les encourage. Donc il y a un impact un peu intangible dans ce sens. Madame Sheina Edewi, en fait, de nous parler sur l'impact social de ce type d'entreprise et surtout comment ça se mesure dans votre cas. Ok, donc juste pour vous expliquer un peu ce qu'on fait, le projet c'est Salamati. Avant on était une plateforme de prévention et de vaccination contre les maladies transmissibles, donc lequel j'ai essayé d'allier ce que je fais dans le domaine de la santé avec ce que j'ai appris en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a changé un peu le modèle. On organise des voyages au Maroc dans des zones enclavées et on fait de la formation médicale, c'est-à-dire la formation médicale basique. On a 3 volets essentiels, on a tout ce qui est secourisme, maladies chroniques et cancer. Et l'idée c'est de sensibiliser les gens à l'information médicale basique pour qu'ils puissent sauver des vies, pour qu'ils puissent se sauver eux-mêmes et prévenir des pathologies, des maladies éventuellement avant de venir à l'hôpital. Et en fait, l'idée a commencé parce qu'aujourd'hui à l'hôpital, je vois qu'il y a beaucoup de malades, beaucoup de gens qui viennent, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe avec leur corps, qui n'ont aucune information même basique de ce qui peut se passer s'ils pouvaient prévenir cette maladie. Et donc c'est pour ça qu'on a en fait commencé à faire ça. Et vu que je suis passionnée par le voyage, j'ai été aussi poussée par la volonté de mobiliser les gens à faire le tourisme au Maroc. J'ai en fait essayé d'allier, dans mon projet en fait j'ai essayé d'allier plusieurs volets, le tourisme, le médical et l'entrepreneuriat. Donc on a pu organiser jusqu'à présent 3 caravanes, 3 voyages, où on a pu mobiliser plusieurs personnes pour impacter plus de 300 personnes, que ce soit les villageois ou les gens qui voyagent. Et puis voilà, donc pour nous l'objectif c'est de diminuer les taux de... c'est des objectifs qui sont un peu énormes, un peu grands, mais on reste optimiste, c'est surtout de diminuer le taux de mortalité par des maladies qui sont facilement préventibles. Donc voilà, c'est ça. C'est parfait, je vous remercie Madame Sheina. En fait, on sait très bien que pour la typologie de projets d'impact social spécifiquement, il y a en fait un défi de rentabilité, les défis économiques en poursuivant les missions sociales. Mais en fait, comment ça se gère auprès de votre expérience, les conflits entre les objectifs commerciaux
de votre projet et les objectifs sociaux pour poursuivre ces missions-là. Alors, moi, je déteste la finance. Ok, donc, qu'on soit clair. C'est, moi et la finance, c'est deux. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, dans mon entreprise, je ne gère pas cette partie, je ne veux rien savoir de cette partie. Parce que justement, c'est un challenge, c'est l'un des challenges qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est de gérer cette partie, le social, le commercial, comment on peut générer le bénéfice à travers des actions sociales. Donc en fait, c'est question, je pense, d'innovation et de montage de projet dès le début. Pour nous, notre mission elle est sociale. Oui, on veut aider les gens, oui, on veut sensibiliser les gens, on veut diminuer le taux de mortalité, on veut impacter ces personnes-là. Mais après, derrière, il faut avoir un business model qui est rentable, qui nous fait des rentrées d'argent. Donc, parce qu'on a, notamment, on voudrait avoir plus d'employés dans l'entreprise, on voudrait avoir plus de matières et de matériaux avec lesquels on va opérer et travailler. Et donc, c'est là où on a commencé en fait à organiser ces voyages-là, c'est que les gens, tout simplement, pour faire simple, les gens ils paient pour le voyage, on organise le voyage, on essaie de leur garantir l'expérience du village, l'expérience des locaux, et en même temps, tout le monde bénéficie de cette formation qui normalement elle est payante, mais pour nous, on l'offre gratuitement pour la communauté vu le caractère social. Donc c'est comme ça qu'on a essayé en fait de combiner et de garder les deux volets. Et je pense aujourd'hui en entrepreneuriat, parce que c'est ça la différence entre entrepreneuriat et entrepreneuriat social. Si on parle de développement durable et entrepreneuriat social, ce dont on parle aujourd'hui ou durant la compétition que vous organisez, c'est ça, c'est que vous créez de la valeur, vous créez de l'impact, tout en gardant ce volet social, que ce soit économique, environnemental ou sociétal. Et donc, en un seul mot, c'est de l'innovation. Il faut essayer d'innover. D'ailleurs, tout à l'heure, on était en train de discuter durant le déjeuner. C'est qu'il y a des projets parfois qui veulent aider des personnes à mobilité réduite. Je vais donner un exemple d'une personne que j'avais rencontrée. Elle voulait aider les personnes non-voyantes. Et donc, elle ne savait pas en fait comment faire, à part de leur faire des appels à dents, de les aider à travers de la charité. Et donc, quand on avait discuté encore plus, on a trouvé qu'elle peut très bien créer un modèle rentable de créer de l'emploi à ces personnes-là non-voyantes et en même temps de gérer la partie sociale, c'est que tu es en train de créer de l'emploi pour ces personnes-là, tu es en train de les impacter, tu gardes ce volet-là tout en ayant des rentrées d'argent dans l'entreprise. Donc, il suffit de réfléchir juste un peu et c'est facile en fait de trouver le modèle économique qui peut faire des rentrées d'argent tout en restant dans le modèle social, impact, etc. Éloigné de la charité, parce que tout le monde aujourd'hui fait de la charité, on en a tellement. Honnêtement, c'est devenu un truc de routine, alors qu'il faut apprendre à avoir des modèles plus durables et apprendre aux gens, apprendre des choses qui sont réelles et qui vont marcher sur terre. Voilà. Je vous remercie, Madame Cheina. C'est à vous la parole, Madame Noah. En fait, après votre projet à main, on sait très bien qu'il y a des défis et des enjeux économiques face, bien sûr, à votre mission sociale d'insertion des femmes nécessiteuses. En fait, vous pouvez nous parler de cette expérience-là, en fait, en termes de défis. Merci. Donc, le modèle de Amal, c'est d'allier un restaurant qui est ouvert pour le public où les gens peuvent venir déjeuner, payer le repas et en même temps le repas est préparé par les étudiantes avec leur formatrice en cuisine. Normalement ça devrait être autosuffisant. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On est dans la restauration, donc il y a le tourisme, les hauts et les bas. Il y a eu Covid qui a été catastrophique pour tout le secteur de la restauration. Il commence à peine à rebondir. Donc, nous avons commencé avec un restaurant comme AGR. Après, on a ajouté tout un service traiteur. Ça marche très bien. Donc, et puis, on a fait des cours de cuisine pour les touristes. Donc, 3 streams de revenue. كنخلط كاع لي لونغ انايا بشكل واحده كنجبد منها
C'était que pendant le Covid qu'on a un peu s'est incliné vers les levées de fonds pour justement qu'on puisse nous-mêmes survivre, qu'on puisse payer les salaires qu'il y avait. Et en plus, on a fait que des actions sociales pendant le Covid. On n'a pas eu d'activité économique pendant presque plus d'une année. Continuons toujours sur les ondes de positivité, Madame Zenacheux. En fait, on sait très bien pour la particularité des projets de typologie sociale, en fait, il y en a des financements qui sont adaptés à ce genre de projet, c'est ça. En fait, on sait très bien, il y a des défis commerciaux et tout, et en plus des missions sociales, en fait, comment vous gérez en fait les défis financiers en termes de financement de vos projets et tout? Est-ce qu'il y a une spécificité des organismes qui prennent en charge de ce volet, ou en fait ce sont des modèles de financement qui sont donc puisque Amal c'est une association, on a pu 2 fois bénéficier d'une subvention de la part d'une grande fondation qui s'appelle Fondation Drosos, qui finance les projets sociaux, économiques dans toute la région de la Méditerranée. Donc ils ont beaucoup aimé le projet Amal parce que c'est un projet qui à terme va être autosuffisant. C'est pas un projet qui va toujours chercher des subventions, mais c'est vrai au début, pour passer d'un projet, on était tous que des volontaires, on faisait ce qu'on pouvait, c'était un peu chaotique, à être plus institutionnel, plus durable, dans le long terme et tout, on a eu besoin de quand même un financement important. D'accord, je vous remercie, Madame Noa. En fait, la parole c'est à vous, Madame Cheima. Je voulais savoir de vous et de votre expérience en fait en tant que jeune porteur de projet, d'un projet d'impact social. En fait, quelles sont les sources de financement adaptées ou les plus adaptées à ce genre de projet? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, comme a dit tout à l'heure Nora, c'est qu'il n'y a pas de statut entreprise sociale. Il y a des statuts coopératives, etc. Mais il n'y a pas de statut spécifique. Donc, en général, quand on parle de mode de financement, et aujourd'hui, la tendance, c'est les Sustainable Development Goals, c'est les SDGs. D'ailleurs, tout le monde travaille sur ça. Les Nations Unies, le monde entier travaille sur ça. C'est le modèle de développement durable. Donc, automatiquement, l'entrepreneuriat social, c'est le top one des investissements à travers plusieurs fonds. Donc moi personnellement, j'avais bénéficié d'un fonds du programme Tiamoué Lokom, anciennement de la CCG. Donc il s'appelait Innova Idea avant, mais aujourd'hui il est brand de Tiamoué Lokom. Et donc il finance des projets entre 100 000, 200 000 jusqu'à 500 000. Donc c'est un fonds. Et puis vous devez passer par des organismes qui font d'accompagnement, notamment pour l'exemple de l'Actus et l'Actus Maroc. Il y a d'autres structures d'accompagnement qui offrent ce service-là et ce fonds. Et puis voilà, à part ça, c'est le modèle économie standard qu'on arrive à gérer avec ce moment. Mais je pense que vous avez énormément d'opportunités de financement qui s'installent au Maroc aujourd'hui. Que ce soit à travers des programmes ou autres. Pour être plus concrète, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'INDH, du programme d'INDH, vous en avez ici à Marrakech, il est très actif comme programme. Et vous pouvez bénéficier d'un fonds allant jusqu'à 100 000 dirhams pour financer votre projet. Il y a beaucoup de porteurs d'ailleurs de projets qu'on a accompagnés dans ce sens. Il y a le programme institutionnel des banques, Independent et autres. Donc, et puis il y a tout ce qui est les fondations et des compétitions internationales dont vous pouvez faire part. Moi d'ailleurs, j'ai participé dans différents programmes à l'échelle internationale qui offrent ces financements. Donc honnêtement, moi je pense aujourd'hui, le financement, oui c'est un challenge, mais ce n'est pas une raison pour bloquer et ne pas se lancer dans son projet. Il faut s'aventurer au début, mais à un certain moment, vous allez trouver en fait des sources. Il suffit de bien chercher.
C'est vrai qu'on est très investi au Maroc dans l'accompagnement, mais un peu moins dans le financement. Mais ça vient, ça se prépare. Sachez que ça se prépare. Et qu'il y ait le plus, qu'il y ait les opportunités, il suffit de bien chercher. Et de quel onde positive on parle, les amis, et de quel optimisme en fait. Là, on sait très bien, pour les projets sociaux, ils ont toujours les défis de la concurrence en fait, face aux sociétés purement commerciaux. Je voudrais en fait adresser la question à Madame Noa Fitzgerald en fait. Pour le cas de votre projet Amal en fait, comment vous gérez la concurrence, surtout quand on sait très bien que le domaine de restauration il est suffisamment développé, entre guillemets, je recommande les plats d'eftour du centre pour les personnes qui n'ont pas encore essayé, sont vraiment concurrents et des prix aussi concurrents. Mais je voulais savoir de vous, madame, en fait, comment ça se gère la concurrence avec les commerçants? مرحبا بكم كلكم هنا. Donc déjà des fois quand on est association, les gens ont certaines expectatives que غيكون la qualité شويه طايحه, الناس غيجيو باش يتعاونوا معاك. Du coup, eux, ils attendent que le prix aussi soit très très bas. Nous, on a essayé de casser tout cela, que notre qualité soit vraiment compétitive, que ça soit qu'il y ait de l'innovation dans la cuisine, que ça soit pareil à n'importe quelle restauration. Donc c'est pas un endroit où on va partir pour faire justement la charité. Voilà, donc on est resté compétitif. Voilà, je pense qu'on a fait notre place dans la petite scène des restaurants de Marrakech. On sait bien, par exemple, Loa Amel, les gens nous connaissent pour le couscous du vendredi, ils adorent ça. D'ailleurs, nous, par exemple, en semaine, on a presque 100 personnes qui viennent manger par jour. Le vendredi, c'est toujours entre 200 et 300, c'est la bataille du... Donc je vous souhaite une très bonne chance pour votre projet, madame, et votre cas, madame Cheima, en fait. Il y a certes une concurrence, surtout pour les gens qui se démarquent dans le domaine d'entrepreneuriat social. Il y en a des grandes entreprises commerciales qui ont bien sûr cet aspect, cet enjeu économique. Comment vous gérez cette concurrence d'après votre expérience? Alors, moi j'adore la concurrence. Pour moi, c'est ce qui va me pousser à innover, à vouloir aller de l'avant. Tant qu'il n'y a pas de concurrence, je ne vais pas sentir que je voudrais déjà avancer dans ce que je fais, je vais aller chercher ailleurs. Et la concurrence, écoutez, vous n'êtes pas seul au monde. En tant qu'entrepreneur, dites-vous qu'aujourd'hui, si vous créez quelque chose qui génère, qui marche et qui fonctionne très bien, il y aura 10 ou 15 autres personnes qui vont faire exactement la même chose. Et c'est là où vous devez être intelligent et innover. Comment vous pouvez être différent des 15 autres personnes qui ont fait la même chose. Je pense, je prends l'exemple d'Amel. Pour moi, pourquoi je vais aller manger chez Amel? Je ne vais pas aller manger chez plusieurs autres restaurants qui sont juste à côté d'eux. C'est parce que tout simplement, pour moi, c'est un modèle qui est innovant. Amel, ils n'offrent pas que la bouffe, ils n'offrent pas qu'un bon couscous, mais ils offrent aussi des services sociaux qui sont en train... Ce que je vais manger, il a été préparé par amour, par des femmes qui font ça par amour et et je sais que je vais contribuer à un caractère social par la suite. Chose qui n'existe pas par exemple dans les autres restaurants. Le fait qu'ils ont lancé le service de restauration et d'activité et de formation des touristes, etc., ça aussi c'est de l'innovation. Pour mon côté, pour ma part, chez Senabati, notre innovation, c'était surtout de combiner entre tout ce qui est touristique et tout ce qui est santé. Donc, chose qu'on ne trouve pas, on trouve des caravanes médicales qui font de la formation, la sensibilisation, etc., mais pas l'expérience touristique à fort impact. Donc, pour moi, la concurrence, c'est un truc qu'il faut vivre avec, qu'il faut aimer, parce que c'est ce qui va vous pousser à aller vers l'avant, à innover, à vouloir créer de la valeur, et it's excitement, donc toujours tu es
dans la roue, etc. Et en plus, la concurrence, elle peut aussi susciter la collaboration. Et ça, c'est très important d'avoir en tant qu'entrepreneur. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas des entrepreneurs qui disent « personne ne doit faire la même chose que moi » ou « personne ne doit connaître mon idée d'exprimer ». Personne ne doit connaître mon idée de projet parce qu'il faut faire la même chose. Au contraire, présentez votre idée de projet, laissez les gens aller faire la même chose et regardez où est-ce qu'ils vont réussir et où est-ce qu'ils vont échouer pour que vous puissiez avancer et développer votre projet. Donc, et collaborer entre vous, c'est très important. Moi, honnêtement, si je trouve un autre projet qui fait à peu près la même chose de ce que je fais, je vais collaborer avec eux. Parce que l'objectif derrière, c'est pas que de générer. C'est ça la différence entre entreprise et entreprise sociale. C'est l'entreprise sociale, elle encourage cet esprit d'intégration et de collaboration pour arriver à une seule finalité, c'est de créer de l'impact social. Donc, ça c'est ça. Je vous remercie. En fait, moi j'ai eu une petite expérience un peu drôle. Tu parlais des gens qui copient ou qui font la même chose. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'était une autre association qui avait fait à peu près exactement la même chose que Amal. Et je découvre ça par hasard sur les réseaux sociaux. C'était le même concept, un restaurant solidaire avec le même langage, les mêmes chiffres qu'on avait. Et normalement, je suis censée être contente, n'est-ce pas, et collaborer. Mais j'étais un peu tensée quand même. Je me suis dit, comment ça se passe que moi, ça m'a pris 10 ans pour construire ça avec beaucoup de peine et beaucoup de comme ça. Et eux, d'un jour à l'autre, ça apparaît. Donc il a fallu pour moi de faire un peu de réflexion interne, de retrouver un peu cette âme qui est ouverte, qui veut... voilà, mais il n'avait pas... S'il m'avait contacté, je leur aurais donné tous les modèles, même plus qu'ils ont eu. C'était un peu bizarre quand même. Donc même dans le social, même dans le khair, même dans tout, il y a des trucs qui se passent qui sont un peu bizarres. Mais ça ne veut dire, madame, que votre impact positif sur la société est énorme et que je tiens à vous féliciter pour l'ensemble de vos activités au nom de toutes les présences de la salle. Merci. En fait, on sait très bien que ce modèle d'entreprise sociale sont là pour faire face à une typologie de problèmes, soit sociaux, environnementaux. Quand vous pensez, quel est le rôle des gouvernements et des institutions publiques pouvant jouer pour soutenir cette cause? Ok. Alors, moi, il y a 2 jours, j'étais dans un meeting, dans une rencontre avec le président du Conseil économique, social et environnemental. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un organisme non gouvernemental, ils n'ont pas d'appui politique, mais c'est eux qui donnent les conseils au ministère et au gouvernement en globalité, en fonction de ce qui se passe dans le terrain, dans ces 3 volets, environnemental, social et économique. Et donc justement, c'était ça ma question, c'est que nous, en tant que jeunes, en tant qu'entrepreneurs, on se retrouve face à l'idara, on se retrouve face à un système gouvernemental non accessible par les jeunes. Donc comment on peut collaborer entre nous en tant que jeunes entrepreneurs et par exemple, dans mon cas, avec le ministère de la Santé, pour agrandir, parce que je sais qu'ils ont beaucoup d'appui, ils ont beaucoup plus de voix et beaucoup plus de points. Donc la réponse était simple. N'attendez pas que le gouvernement vous donne ou là vous fasse quelque chose. Si vous voulez créer quelque chose, allez le faire. Et s'ils veulent suivre, ils vont vous suivre, ils vont vous appuyer. Sinon, vous avancez et et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, la société civile, le gouvernement, l'État, etc.
En fait, c'est plusieurs cubes et c'est soit les cubes ils avancent en même temps, c'est soit il y a ceux qui vont stagner et ceux qui vont avancer. Donc ne soyez pas ceux qui vont stagner, soyez ceux qui vont avancer. Je pense aujourd'hui, avec ce qui se passe dans les différents ministères, on voit qu'il y a un peu de développement, il y a des programmes qui se préparent, il y a des choses qui se lancent. Donc c'est un peu plus accessible qu'avant. Vous pouvez aller, si vous avez un projet qui touche à l'une des thématiques ou à l'un des volets de développement du gouvernement ou des ministères, vous pouvez aller vers eux, le présenter. Mais surtout, n'hésitez pas à le faire. Et it's ok, c'est pas grave, avancez, faites autre chose. Donc pour répondre à la question, oui c'est un challenge, oui parfois on se retrouve pas trop aligné avec ce qui se passe au niveau institutionnel et ce qui se passe au niveau jeune entreprise, etc. Mais il ne faut pas laisser ça vous bloquer. Vous allez toquer des portes, si ça marche ok, si ça marche pas, ben, c'est pas grave, on avance et on essaie de développer les choses avec son humain, tout ça fait. Merci beaucoup. Dans votre cas, Madame Noah, en fait, pour le rôle des gouvernements et des institutions publiques. En 2015, je suis partie en Suède pour un bootcamp pour les femmes entrepreneurs. On était 3 femmes du Maroc et puis d'un peu partout dans la région Ménin. On était en Suède et on a un peu fait la connaissance de l'écosystème des entreprises sociales là-bas et on était vraiment bouche bée. Il suffit d'avoir une toute petite idée et il y a tellement de soutien, de subventions, d'incubateurs, de partenariats public-privé. C'est même certaines حاجات. Ma camarade qui était avec moi m'a dit خاص تكون حمار بحاجتكم باش ما ديرش entreprise sociale هنايا. يعني on était vraiment et moi quand je vais dans d'autres pays je suis un peu jalouse de l'infrastructure, je suis jalouse de choses et via الحرقة pour mon pays. Moi, ça me fait encore de la peine que des gens viennent de l'étranger pour valoriser le modèle Aman, pour nous parler ou nous donner des prix ou attaques. Et notre gouvernement ne sait même pas ce qu'on fait. On est encore comme une point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est derrière un restaurant? Je ne sais pas. Donc moi, j'aimerais bien que le gouvernement reconnaisse la créativité et la volonté de faire qui vient de la société civile en ce moment. Alors, je peux ajouter à ça, c'est que moi, en 2019, quand je suis rentrée du Qatar, j'avais gagné le premier prix d'innovation dans le monde arabe, ce qui est énorme. Le fait de représenter non seulement le Maroc, la jeunesse marocaine et la femme marocaine dans un tel pays est quelque chose, personnellement, dont je suis fière, mais je me dis, quand je suis rentrée au Maroc, finalement... Les applaudissements déjà. Au début, c'était ça ma frustration, parce que tous les partis qui m'ont, pour être terre à terre et plutôt l'oreille très chaude, tous les personnes qui sont venues vers moi faisaient partie de partis politiques et juste pour l'image de leur parti. Et ça, c'est malheureux. Moi, en tant que jeune, je ne fais pas partie d'un parti aujourd'hui politique. J'avais besoin, pas d'encouragement, mais de soutien financier pour lancer mon projet, pour monter ce projet, surtout que c'était en 2019, donc j'étais encore dans mes débuts. Et il n'y avait pas ça. Donc, à part le soutien de la presse, de la société civile, des différents ONG, des gens qu'on connaît, il n'y avait pas ça. Après, j'ai réalisé que je n'ai pas besoin de ça.
je vais faire les choses moi-même. Je ne vais pas attendre que le gouvernement, les ministères, ils viennent m'applaudir ou me dire Yallah, on te soutient pour que j'avance dans mon projet. Donc j'ai commencé à faire les choses moi-même. Et comme j'ai dit, they follow. Quand ils commencent à nous voir, nous tous, en train de travailler, de créer de la valeur, alors automatiquement, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se cuisine quelque part, et ils vont s'adapter, ils vont comprendre ce qui se passe, ils vont commencer à s'investir, ils vont commencer à donner plus, etc. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est la tendance. Aujourd'hui, tout le monde parle d'entrepreneuriat, même s'ils n'ont pas la définition de l'innovation. Mais c'est un début. Déjà qu'ils parlent de l'entrepreneuriat, de l'innovation comme terme, il y a quelque chose, ça veut dire qu'ils ont commencé à spotter qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui déchaînent ailleurs dans le monde, mais pas dans leur pays. Et donc ils ont commencé à comprendre cette logique, et c'est comme ça en fait que ça se développe. Du coup, c'est pour ça qu'on vous encourage d'ailleurs de se lancer, de montrer votre impact, de participer à des événements au Maroc et à l'étranger, de représenter votre pays, parce que c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va montrer que oui, il y a l'entrepreneuriat social au Maroc, on peut faire quelque chose. Donc, et je pense, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, il y a l'exemple de la finance, la loi de finances au Maroc. La loi de finances au Maroc, aujourd'hui, elle ne permet pas à beaucoup de fonds de rentrer au Maroc. Mais est-ce que cela va nous bloquer? Là, ça fait, on n'a pas assez de fonds, on arrête, on ne fait rien. Non. On essaie de trouver d'autres solutions, d'autres alternatives pour avancer. Parce que sinon, la prénaré كنتشكاو كنقولوا بلاد ما عطاتنيش ونبقاو كنتسناو ما يعطيونا ما يعطيونا حتى شي حاجه. عطي راسك si tu veux avancer pour être زعما terre à terre avec vous. Voilà. Et plein de défis à relever, les amis. Et ne laissez pas quelqu'un détruire vos rêves. Rêvez grand, rêvez grand, rêvez grand. Je le dis toujours, un rêve peut se transformer en réalité si vous travaillez dur pour le réaliser. Voilà, dream. On continue toujours sur les énergies positives. Et en fait, comme vous voyez, il y en a plein de défis qu'ils ont à relever par vous, bien sûr, pour vos startups. Et on a des expériences de intervenants qui ont relevé ces défis-là, ils ont fait ce pas en avant. Et je voulais vous remercier encore une fois pour vos informations présentées lors de vos interventions. Mais en fait, j'ai une petite question sur le volet économique de vos projets, s'il vous plaît. Certes, on peut pas nier en fait les missions sociales à travers vos projets, mais il y a toujours ce défi de pérennité, ce défi un peu de trouver un modèle d'affaires adéquat pour survivre en fait l'activité de votre startup. Comment vous faites en face de ce genre de défi-là? En fait, c'est pas vraiment une réponse à votre question, mais je voudrais juste faire une petite distinction entre entrepreneur et businessman. Donc, par exemple, le businessman ou businesswoman, homme ou femme d'affaires, c'est une personne qui, la finalité, c'est de se faire de l'argent. Donc ça c'est ton objectif, et puis tu vas soit investir, soit faire une entreprise, soit. Mais l'entrepreneur, moi, comme je le comprends, c'est une personne qui est obsédée par une idée qu'elle veut voir dans la réalité. Qu'il y ait de l'argent, par exemple, toi, tu détestes la finance. Donc, c'est pas... La finance, c'est juste un petit souci de la part. C'est pas ta finalité ni ta passion. Donc, c'est cette idée que j'ai une idée et je veux la voir dans la réalité. C'est tout. Je vais pas m'arrêter jusqu'à ce que je vois cette idée se concrétiser. Là, je crois que c'est ça l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui ça te quitte jamais. Quand tu as une idée comme ça, c'est ça l'idée qu'il faut poursuivre. Comme a dit Sheima, mais
il faut... C'est comme si... C'est cosmique. Tu es là pour faire ça. Du fait que ça te travaille et que ça t'occupe, c'est parce que tu es venu pour terre pour réaliser ça. Mais je n'ai pas répondu. La question c'était en fait par rapport à la pérennité et le défi des croissances économiques. Comment vous faites face à ce genre de problème? En fait, nous, sur le cours de 10 ans, on a construit pour que ça soit plus ou moins pérenne. Donc c'est difficile. C'est difficile. Nous, par exemple, on a beaucoup de charges dans notre entreprise sociale. On a plus de 30 salariés. On a 2 loyers. On a beaucoup de charges, énormément. En plus, maintenant, toute la matière première a vécu une hausse de prix de 10 à 30%. Donc on est là en train d'essayer de trouver le juste milieu parce que les gens aussi ne veulent pas sortir dans un restaurant pour dépenser 200 ou plus dirhams pour manger. Donc on trouve un peu la moyenne. Mais je vais dire que c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir un but social et de faire beaucoup d'argent en même temps. C'est pas évident. Mais c'est pas deux ailes oui, c'est ça. Ensemble. Ce sont deux droits qui vont en parallèle, mais en fait, pour la continuation de l'activité sociale, il faut une stabilité économique, c'est ça. Donc c'était ça ma question en fait. Et j'ai remarqué aussi que vous travaillez sur le volet marketing, un peu de promotion sur les réseaux sociaux. Ça peut aider aussi dans ce cas? Oui. Je crois qu'on doit utiliser toute la boîte à outils de l'entreprise normale. Marketing, comprendre très bien comment vivre en digital. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il doit y avoir une idée et une âme derrière. Je vous remercie, madame. Et pour vous, madame Cheima, en fait, la question sera concernant la contribution auprès des communautés locales et régionales. Et voilà, comment vous décrivez cette contribution déjà? Et est-ce qu'il y a toujours le soutien, la question qui va se répéter, mais est-ce qu'il y a le soutien des institutions, du gouvernement? Je savais la réponse. Non, c'était pas ça. Non. Ok. Alors, en ce qui concerne la première partie de ta question, est-ce que vous parlez de votre entreprise, de la professionnelle? Sur le titre entreprise. Ok. Donc, je pense aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je contribue à la communauté locale en créant de l'impact, mais je pense aussi, je parle un peu en globalité, à titre personnel, anti-communisme. Vous, en tant que jeune, aujourd'hui, vous devez être capable et vous devez avoir cette harqa, comme Nora a dit, de vouloir travailler votre pays, de contribuer au développement de ce pays. Ne pas attendre que les autres, fassent quelque chose. Donc, que ce soit en termes d'action, soit à travers votre entreprise, votre projet ou les actions basiques et simples que vous faites tous les jours, il faut avoir ce flair de vouloir changer les choses. Après, je pense, moi personnellement, je fais beaucoup d'actions, que ce soit en tant que volontaire, en tant que consultante, en tant qu'entrepreneur dans la société civile, parce que, again, on en parlait tout à l'heure, la société civile, c'est elle qui va changer les choses dans ce pays, c'est elle qui va faire avancer les choses. Après, je pense que j'ai répondu tout à l'heure à la partie gouvernement, etc. Le gouvernement, il va nous suivre. Si nous, on veut changer les choses et on avance, automatiquement, ça va le faire. Ça va venir dessus. Je vous remercie, madame Cheima. Pour vous, madame Nora, en fait, j'ai une question concernant sur le même sujet de la contribution à l'échelle locale et régionale. Comment vous pouvez évaluer, en fait, cette contribution sur nos
économique local et quels sont vos objectifs en ce sens-là? Notre impact sur la communauté ou bien... Le vôtre, en fait, votre impact sur la communauté locale et quels sont vos objectifs dans ce sens? Je crois déjà, comme on a cité tout à l'heure, c'est la transformation de la vie d'une femme, qu'elle peut sortir de chez nous, avoir un salaire déclaré, un salaire de 3 ou 4 000 dirhams, alors qu'avant elle avait 500 ou 1000 dirhams par mois. C'est valoriser le travail de la femme, parce que maintenant, au Maroc, la femme constitue 25% de la population active, ça veut dire de la population qui travaille, alors que nous savons tous combien travaille la femme marocaine. Il n'y a aucune femme marocaine qui a besoin de faire plus. Donc c'est question de valoriser ce travail. Par un salaire, pourquoi pas, ça change la vie. Pour moi, j'aimerais bien, parce que c'est tellement difficile de créer quelque chose qui n'existe pas. Donc elle-même n'existait pas. Il n'y avait aucun modèle à suivre, il n'y avait pas un manuel c'était juste donc moi j'espère que mon impact sera de dire aux personnes que c'est possible de construire quelque chose qui n'existe pas en ce moment, de rêver et de le faire exister. Je veux aussi, avec Shima, je veux vraiment encourager les personnes. Je dis toujours que si tu peux impacter une personne, c'est déjà beaucoup. Il ne faut pas penser à une entreprise sociale qui va changer la vie des millions de personnes. Mais il faut commencer avec l'humain, connaître la personne et faire ce qu'on peut. Je vous remercie, Madame Laura. Et en fait, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que à travers l'entrepreneuriat social, il y a un côté humain derrière. Il y a plein de motivations, plein d'objectifs, de bonne volonté de créer de nouvelles et d'avoir cette créativité envers l'impact social. Mais en fait, on sait très bien que les talents peuvent jouer un rôle très important pour le cas de développement des entreprises sociales. En fait, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, Madame, comment les entreprises sociales peuvent attirer et retenir les talents? Quelles sont les compétences les plus importantes pour réussir dans ce domaine pour le cas d'un jeune porteur de projet? Alors, moi, je pense qu'en général, dans une entreprise sociale, il faut avoir des différents profils. Il faut avoir une personne qui sait communiquer, qui est engagement, qui va sortir, qui va parler aux gens. Il faut avoir une personne qui arrive à vendre. Il faut avoir une personne qui adore la finance, pas comme moi. Il faut aussi avoir cette personne qui sait gérer la gestion de l'équipe, la gestion de risque, c'est très important. Et donc, je pense qu'il devrait avoir comme switch. Quand vous allez commencer votre projet, ne soyez pas égoïste. Essayez d'avoir avec vous les différents profils en fonction de votre besoin. Je me rappelle qu'une entreprise sociale, elle démarre avec un besoin, une problématique qu'on vit tous les jours. C'est la même chose pour vous en tant qu'entrepreneur. Dans votre projet, vous devez avoir avec vous des personnes qui ont différents profils ou différents skills pour pouvoir monter le projet. Après, pour recruter ces talents-là, je pense que tout le monde a du talent. Tout le monde a du talent. Après, chaque personne, elle sait faire quelque chose plus qu'autre chose. Donc, moi, je pense, et là, je vais pas parler de ce challenge tout à l'heure, c'est l'équipe. Moi, j'ai eu au début un vrai challenge de recruter des personnes qui partagent la même vision, surtout. C'est très important, si vous ne partagez pas la même vision, ça ne sert à rien de travailler ensemble. Donc, qui partagent la même vision, qui ont les mêmes objectifs et qui vont pas être là juste en tant qu'employés qui viennent tous les jours et qui partent,
mais c'est des gens qui vont développer avec toi ce projet-là sur terrain. Donc, essayez d'avoir cette intelligence de recruter avec vous des personnes dans l'équipe qui savent faire des choses spécifiques à votre besoin en tant qu'entreprise. Donc, je pense après attirer, ne pas attirer, ça c'est le langage marketing, comment commercialiser son projet. Je pense en tant qu'entreprise sociale, on n'est pas à ce stade parce qu'on n'est pas une entreprise, je ne veux pas Coca ou autre qui vont attirer les talents à travailler avec nous. Mais c'est surtout ça, c'est surtout d'avoir avec vous l'équipe, des personnes qui partagent les mêmes valeurs, c'est très important, et qui ont la même vision de votre projet pour que vous puissiez le développer. Parce que c'est ces personnes-là, c'est comme ça, si vous avez un échec ou là vous avez un problème dans votre projet, c'est ces personnes-là qui vont surmonter ça avec vous, ils vont baisser les bras, ils vont laisser le projet couler. Parce qu'en général, on a parlé tout à l'heure avec Nora, on traverse beaucoup de challenges. Il y a des moments où on est vraiment hadé. Ça veut dire c'est bon, on doit tout lâcher, mais c'est ces personnes-là qui sont avec toi, l'équipe, qui vont te pousser à te dire c'est broc et te dire c'est bon, ça va aller, ça va marcher à un certain moment. Je vous remercie, Madame Cheima, et à la parole maintenant à Madame Noa Fidjara. En fait, certes, dans le domaine de la restauration, quelles sont vos stratégies pour attirer ces talents vers ce travail-là? Et en fait, quelles sont les compétences les plus importantes que vous devez avoir sur votre équipe ou votre équipe de projet? Moi, je participe beaucoup au recrutement de talents dans notre association. Donc, nous avons différents secteurs, il y a différents départements. Il y a par exemple la cuisine, mais on a aussi une équipe management qui font un peu de tout, qui font un peu de PR, de communication. Donc, j'ai passé beaucoup d'interviews à des personnes. Je cherche une étincelle dans la personne. Je cherche une curiosité, une awareness of self. كيعرف راسو عنده فكرة على راسو بحال كيشوف راسو من على برا كيعرف أنا فيها هذه زوينة أنا فيها هذه خايبة أنا غنخدم مع الناس هكا نقلب على بحال هكاك. Je cherche une personne facile à vivre. Donc, j'ai passé par exemple une interview avec une jeune femme qui était très qualifiée pour le poste, mais elle n'a pas arrêté de parler pendant toute l'interview. Elle m'a dit, moi j'adore les femmes, moi j'ai travaillé avec les femmes, moi. Elle a pleuré, j'ai essayé de dire un petit mot, elle m'a dit, elle a continué, elle n'avait pas d'intelligence émotionnelle. Donc, entre le CV et l'interview, je me dis, je ne peux pas vivre avec toi tous les jours. Donc, par exemple, j'aurais bien aimé la revoir et le lui dire d'une façon gentille mais honnête. Je ne sais pas comment le dire diplomatiquement pour justement lui donner la chance de continuer dans son parcours. Voilà, donc pour moi, trouver aussi une personne comme a dit Cheima, qui a la fibre associative, qui n'est pas juste un profil commercial pur. Pour nous, les gens qui sont purs commerciaux, ils ne durent pas beaucoup chez nous, ils peuvent passer par chez nous et puis repartir. J'encouragerais aussi les gens à faire l'expérience de l'entreprise sociale en faisant par exemple du volontariat ou des petits stages dans les entreprises sociales. Si vous pensez à lancer vous-même ça, c'est bien de le vivre avec moins de risques dans une autre structure. Et plus spécifiquement à votre projet associatif, Ayman, s'il vous plaît, Madame Noa, en fait, comment vous trouvez la situation de travail bénévolat dans le cadre national, par exemple? En fait, est-ce qu'il y a des facilités en ce terme du travail bénévolat, des experts qui présentent en fait leur service de formation ouvert? Il y a deux types de gens qui peuvent faire du bénévolat. Il y a des gens qui veulent plutôt apprendre, qui sont un peu peut-être jeunes ou n'ont pas beaucoup d'expérience.
Ça, on aime bien les prendre pour justement leur donner l'expérience pendant 1 mois ou 2 mois, qu'ils acquièrent plus de compétences. Et il y a des gens, par exemple, des professionnels qui viennent ponctuellement pour donner 1 heure de formation sur un thème. Donc des gens qui viennent avec des qualifications. Mais je crois que les jeunes Marocains, beaucoup, ils veulent faire du volontariat. Ils veulent être encadrés dans cela. Ils ne veulent pas juste venir et passer une journée à ne rien faire. Et ça demande un peu d'effort sur la part de l'entreprise sociale aussi. Je vous remercie pour votre intervention, Madame Noa. Et maintenant, la question, c'est à Madame Cheima. En fait, en termes de mobilisation des jeunes envers les travaux sociaux et les missions sociales, comment vous trouvez en fait les stratégies de mobilisation de ces jeunes-là envers cette typologie de projet? Et quelle est votre stratégie en fait de motivation et pour encourager les jeunes vers ce genre de travaux? Moi personnellement, ma première expérience de volontariat c'était à l'étranger. J'avais participé, si vous connaissez ISEC. Alors moi j'avais participé avec eux, je suis partie à 2 reprises. La première fois c'était au Brésil, j'avais travaillé avec des jeunes qui développent des projets, des entreprises sociales pour les favelas. Et la deuxième, j'étais volontaire dans un hôpital, donc c'était plus lié à mon domaine d'études et à ce que je fais. Et honnêtement, j'ai toujours été passionnée par le volontariat, j'adore ça, je fais ça tous les jours. C'est quelque chose de d'avenir, et quand tu dors, tu te sens tellement bien. Parce que c'est pas que de la charité, c'est pas que ça, c'est au-delà de ça, c'est que tu fais quelque chose de bon. Et je pense, moi personnellement, comment je mobilise d'autres personnes à le faire, c'est de partager ma propre expérience. Que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a une action, moi je participe volontiers et je demande s'il y a d'autres personnes qui veulent participer, qui veulent venir, qui veulent m'accompagner. L'une des actions par exemple que j'ai lancées juste dernièrement, c'était... moi j'habite sur Mohamedia, Mohamedia elle est connue le Bhar, il y en a plusieurs, n'est-ce pas, et du coup, ça me faisait mal au cœur qu'à chaque fois, chaque dimanche quand je partais marcher à côté de la plage, que quand je faisais le Bhar. Et que les gens qui viennent, c'est pas suffisant, etc. Et donc j'avais fait ça, j'avais mobilisé des amis à moi, et je leur ai dit, venez avec moi, on va partir, on va faire l'action de on était 5 personnes, et figurez-vous, à la fin de l'action, on était 20. Pourquoi? Parce que les gens qui passaient à côté, ils nous voyaient et ils ont rejoint. Donc ils ont commencé à faire ça. Et c'est devenu une action qui se faisait chaque dimanche. Ils ont créé carrément, il y a une personne qui s'est portée volontaire, elle a créé une page Facebook. Et chaque dimanche, il y avait des gens, de nouvelles personnes qui venaient. Et l'objectif, c'était non seulement et c'est tout et ça s'arrête là, mais il y a eu une communauté derrière qui a été créée. Et d'autres actions, ils ont été lancées sur la base de ça. Donc moi, je vous encourage à prendre des initiatives comme ça. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui veulent aider, mais qui n'ont pas le courage de prendre l'initiative. Soyez courageux, prenez l'initiative, et d'autres personnes vont suivre. Mais sachez que être volontaire parfois, c'est de se réveiller le matin et de finir la journée dans une association, aider à faire quelque chose. Donc je pense qu'il faut avoir en général mais c'est de faire de bonnes actions parce que ça va beaucoup vous développer, même vous à titre personnel, croyez-moi. Donc voilà. Je vous remercie et je trouve ces mots trop inspirants et motivants pour que les jeunes de l'UPM, à travers de rejoindre plusieurs activités, soit du club UPM Students Union, et qui reste sur ces objectifs-là, ou d'autres clubs de parascolaires à la chaîne de l'UPM. Ça, bien sûr, pour partager ces ondes de positivité envers l'impact de la société civile. Et voilà, je vais revenir au projet Amal pour savoir en fait leur stratégie pour attirer plus de gens, soit en termes d'emploi ou plus de clients pour leur projet. Vous m'avez déjà parlé bien sûr sur
en fait, sur des promotions qui se font sur des réseaux sociaux. Mais en fait, là, ça m'est arrivé une idée là. Vous ne pensez pas, est-ce que vous n'avez pas de sorte de bénévolat de la part de créateurs de contenu pour essayer de partager ce genre d'idées avec leurs internautes? Et est-ce que ça donne un impact réellement sur le rendement de votre projet? Oui, avec plaisir. Si tu connais des gens qui peuvent faire ça, ils sont toujours les bienvenus. Nous, la stratégie, c'est d'abord d'avoir un produit de qualité pour que les gens reviennent et reviennent encore. Une ambiance qui donne envie d'être dans le restaurant. Puis nous travaillons beaucoup avec quelques sites. Par exemple, puisqu'on est un restaurant, il y a le site TripAdvisor qui est très important. Les gens mangent chez toi et te laissent un commentaire, 4 étoiles, 5 étoiles, 1 étoile, en fonction de leur... Et ça, c'est ce genre de... Ça, on ne peut pas le falsifier ou je ne sais pas. Ça marche soi-même. Soit on est bien, les gens parlent bien de nous et ça fait marcher plus et ça fait attirer plus de personnes, soit l'inverse. Voilà. D'accord, madame, je vous remercie encore une fois pour votre présence là à l'UPM. C'était une très bonne discussion, très enrichissante et inspirante, surtout pour les présents. Je remercie les présences pour assister à la fin de notre conférence. D'accord? Et voilà, ça me reste bien sûr que de repasser le mot de clôture au nom de madame Iman Touami. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Donc justement, j'allais vous demander s'il y a parmi vous qui a une question. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Oui, monsieur. Bonjour, moi c'est Codé Philippe, étudiant en 2e année droit des affaires. D'abord, je voudrais vous remercier pour cet entretien. C'était vraiment très très enrichissant. Et je vous ai pas encore vraiment entendu sur le développement durable. Et moi, je voulais savoir comment créer des emplois, on va dire des emplois verts. Et comment entreprendre et par la suite créer des emplois verts. C'est-à-dire par exemple agriculture durable, ce genre de choses. Vous arrivez à m'entendre? Oui. Très bien. Alors, vous connaissez les techniques? Très bien. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que quand on parle d'objectif de développement durable, il y a un très grand bloc qui est planète, qui parle de tout ce qui est vert, c'est-à-dire énergie, tout ce qui est consommation, tout ce qui est agriculture, etc. Aujourd'hui, si tu travailles dans tout ce qui est projet lié à l'économie verte, vous êtes au courant que le monde entier travaille sur tout ce qui est changement climatique. Il y a tellement de manifestations dans ce sens. Donc le comment, en fait, ça dépend de ce que tu fais exactement. Je ne sais pas si tu peux nous donner plus de détails, c'est quoi ton projet. Mais ce qui est sûr, c'est que sache que si tu travailles sur cette thématique, tu es sur la bonne voie, parce qu'aujourd'hui on a besoin de beaucoup de projets dans tout ce qui est économie verte, dans tout ce qui est protection environnementale, etc. Mais moi, si je veux que je commente, j'ai besoin déjà de savoir ce que tu fais exactement dans ton projet. Moi, actuellement, je cherche à me lancer dans les transports et je me demande
tout en augmentant la mobilité. Et voilà, c'est un peu ça. Au niveau des transports surtout. Alors, comment, qu'on fasse une discussion, je vais discuter le projet spécifiquement, mais comment c'est déjà, il y a beaucoup de projets. Je ne sais pas si tu as déjà cherché en fait ailleurs ce qui se fait dans tout ce qui est transport vert, etc. Mais il y a beaucoup d'innovations qui se fait dans ce sens, pas que dans le transport, mais le transport lié à d'autres thématiques. Je te donne un exemple d'ailleurs qui vient d'être implémenté au Maroc. C'est la livraison, au lieu de la faire à travers une moto. Ce jeune entrepreneur, il a travaillé avec des étudiants qui ont déjà un vélo, et avec ce vélo-là, ils font la livraison. Donc voilà, tu as des livreurs qui utilisent un modèle qui va moins polluer, et en même temps, tu as créé de l'emploi pour ces étudiants-là qui vont faire la livraison, et tu es en train de livrer des gens, donc tu es resté dans ça. Puis après, il y a plein de projets dans ce sens. Ce que je te recommande, c'est de chercher sur Internet qu'est-ce qui se fait. C'est surtout, je pense, en Asie, au Japon, il y a beaucoup de projets comme ça. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Et ce n'est pas, en fait, ça c'est un conseil général, ce n'est pas grave de s'inspirer des projets qui existent déjà ailleurs. Ce que je vous recommande pas par contre, c'est de faire du copier-coller et de venir l'implémenter au Maroc. Il faut l'adapter au Maroc, adapter à l'infrastructure marocaine, l'adapter aux besoins des Marocains, dont c'est ta clientèle, c'est ton marché, et de l'adapter au contexte en général. Donc aujourd'hui, l'économie verte, c'est la tendance. C'est ce qui, on parle beaucoup de ça d'ailleurs. J'étais dernièrement à Jérusalem et on a parlé de ça dans une conférence sur le climate change. Et dans la COP27 d'ailleurs, ils parlent que de ça. Donc on est en urgence de travailler sur beaucoup de projets qui sont sur la biodiversité, sans liaison avec la biodiversité et autres. Donc je pense que c'est un très grand bloc sur lequel les gens actuellement ils travaillent. Comme vous voyez les amis, Et puis tu peux le vendre facilement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche ça, et tout le monde cherche à investir dans ce genre de start-up. Les idées créatives viennent d'apparaître. Vraiment la motivation à donner son oui et on a une autre question. Bonjour, je tiens à vous remercier, Madame Laura et Madame Chiba, et surtout le club UPM. Vous avez bien organisé cette conférence. En ce qui concerne la question, je vous suivais, ça fait longtemps, sur les réseaux sociaux, Madame Chamila, et à chaque fois que je vois vos discours, je me suis dit comment vous avez réussi à être une professeure et cofondatrice, une CEO et surtout une étudiante en PhD. Alors, si vous permettez de me parler un petit peu de ce qui est du succès. Merci. Ok, c'est la question qui est le plus posée. Ok, donc je vais te répondre en toute honnêteté, c'est la réponse que je donne tout le temps, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. C'est beaucoup de sacrifices. C'est surtout, ce n'est pas évident de gérer son temps et de gérer son cerveau dans 3 domaines qui sont totalement différents. L'entrepreneuriat, l'art et la biologie et la santé. Mais je le dis toujours, tout est connecté quelque part. Si je vous explique en fait le schéma de ce que je fais, la biologie c'est mes études, je suis passionnée par ça, j'adore le cancer, enfin pas le cancer, mais j'adore la branche d'oncologie parce que je sais que ce que je fais va créer de l'impact derrière mon doctorat, je sais que mes travaux ils vont changer quelque chose à un certain moment. Et puis l'art, la danse en tant que prof, ça c'est où je suis le plus épanouie. Quand je donne cours, quand je danse, je sors du monde de stress que je vis quotidiennement. Et puis ce que je fais à Enactus, c'est on a daily basis, c'est de l'entrepreneuriat, c'est des choses que je fais tous les jours. Donc quelque part, quand je réfléchis, tout est connecté. Tout est connecté pour moi. Après, comment je gère mon temps? En fait, c'est question de priorité. Il y a des moments où je priorise plus ma thèse qu'autre chose. Il y a des moments où je priorise mon travail. Il y a des moments... Donc, c'est question d'organisation, de priorité.
Et en plus, si on est passionné par ce qu'on fait, alors le temps passé avec nos proches, etc., qui tu te dis, I can do it. Donc, je me réveille tous les jours et je me dis, I can do it. Je vais vivre, je vais survivre. Puis voilà, donc, en bref, je pense à la question d'organisation, de passion, parce que j'aime ce que je fais. Je me dis que si je n'aimais pas ce que je faisais, là, je ne vais pas réussir à combiner. Parce que tu vas te dire, tiens, pourquoi je vais faire ça? Et c'est aussi l'acceptation. Il faut accepter que parfois, je ne suis pas capable de gérer. Au début, c'était difficile pour moi. Au début, quand je n'arrivais pas en fait, à gérer ces trois choses, j'avais une frustration énorme. Et quand je me suis carrément d'avoir une sensation d'anxiété, ce qui est normal. C'est pas tout rose, c'est pas tout oui, c'est joli, c'est sympa, waouh, je réussis ma vie. Mais il y a des fois, tu te dis, où va le monde? Donc, je pense que c'est une question d'organisation, de passion, de priorité, de sacrifice aussi. Et il ne faut pas dire que c'est facile, c'est pas évident, mais alhamdoulilah, je suis bien entourée. Et ça aide beaucoup. Le fait que j'ai des personnes qui m'entourent, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, qui me soutiennent énormément, qui me poussent à aller vers l'avant, alors ça c'est très important. Soit tu as des personnes qui vont t'encourager, soit tu as des personnes qui vont te dire et avoir have a lot of faith que أي opportunité jette et que tu la saisisses, c'est tu as fait ce que tu devais faire. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est la question qui se pose le plus. J'ai jamais su comment l'expliquer parce que it's something c'est aussi un mode de vie. Quand tu apprends à te réveiller chaque jour à 5h du matin, là, automatiquement, dès le réveil, tu commences à te réveiller à 5h du matin. Mais c'est la même chose avec le rythme de ma vie. Moi, j'ai eu l'habitude de faire des choses en parallèle, donc cela ne veut pas dire que si une personne fait une seule chose, que ça fait elle ne va pas réussir. Il y a des gens qui font une seule chose et ils excellent faire. Et c'est bien. Et il y a des gens qui ont la capacité de faire plusieurs choses en parallèle. Donc voilà. J'imagine que c'est la même chose pour vous, Madame Gérald, en fait. On sait très bien, d'après votre présentation, il y a plusieurs tâches, conseiller en développement durable, la gestion de vos projets et votre travail en traduction en tant que conseiller en ce domaine. Pouvez-vous nous dire en fait comment est la gestion de votre quotidien? Et aussi en tant que maman, ça c'est important, hein? Ça c'est un boulot, c'est un travail. Donc c'est pas évident non plus. J'ai 4 enfants entre l'âge de 6 et 20 ans. Donc pour moi, je veux jamais sacrifier mes enfants pour mes rêves. Donc il y a beaucoup de fois où je choisis de faire moins pour pouvoir être avec eux, mais c'est sûr que je ne peux pas me passer de mon projet. Moi, mon rôle à l'association Amal, je suis bénévole. J'ai toujours été bénévole, j'ai jamais touché un salaire. C'est pour ça que c'est la structure des associations au Maroc. Quand tu es le fondateur ou bien sur le conseil d'administration, tu n'es pas un salarié. Donc pour moi, Amal, c'est un projet de passion et d'amour. J'ai un travail en parallèle. Je fais du conseil et c'est en freelance. Donc un peu, avec beaucoup de peine, j'ai arrivé à construire une vie qui marche pour moi. Moi, j'aime être très organisée. J'aime bloquer, par exemple, je vais faire ça pendant ce temps-là. Je suis en train d'écrire un livre sur l'expérience de Amal, sur les femmes que j'ai rencontrées, sur la force et la beauté de la femme marocaine, la persévérance des femmes que j'ai rencontrées. Je suis en train d'écrire un livre. Alors, quand je me suis lancée dans l'écriture du livre,
oh là là, maintenant ça fait 4 ans que je l'écris. Avant, je me suis dit, je ne vais pas être une de ces personnes qui écrit un livre pendant 10 ans. Je me suis dit, 6 mois, j'ai fait un planning, je vais écrire, et puis c'est venu avec la pandémie. Et ce n'était pas du tout un moment créatif pour moi, la pandémie. Donc, du coup, le livre Tawa. Récemment, j'ai bloqué 1 jour par semaine. Je ne fais que l'écriture et la rédaction du livre. J'essaye d'arranger tout pour ce que... je ne prends même pas mon téléphone pendant ce jour-là. J'essaye de ne pas regarder WhatsApp, de ne pas répondre à tous les messages, de ne pas perdre du temps sur réseaux sociaux, de ne pas répondre à des emails. Avec le jour, pour moi, c'est un peu sacré. C'est moi avec mon livre, avec mon histoire que je veux faire sortir au monde. J'essaie d'incorporer, moi, mes résolutions des nouvel an, j'essaie d'incorporer une bonne habitude à la fois. Le 1er janvier, je vais être une personne totalement différente, mais j'ai un peu fait le bilan de ma vie. Je me suis dit quelles sont les priorités, avec quoi je vais commencer. Donc moi, j'ai commencé par cette consacration, 1 jour par semaine. Je travaille sur le livre. J'essaie d'incorporer d'autres bonnes habitudes. La lecture de votre première édition, il y a une question là, je ne sais pas, est-ce qu'il marche? Ah, c'est bon. Non, j'ai pas le question. Alors, bonjour. Merci, mademoiselle. Alors, ma petite question, c'est quelle est la relation entre l'entrepreneuriat et le développement durable, et comment pourrais-je appliquer cette thématique-là du développement durable avec l'entrepreneuriat social? Et merci. Je crois que le développement durable, c'est un développement qui voit que la planète a des ressources limitées et non pas illimitées. Donc, le développement durable, c'est faire du bien pour la planète et pour les gens qui vivent dessus. C'est pour ça que tout le système industriel qui nous a fait arriver ici, il faut le repenser maintenant. Parce que le système industriel est basé sur l'extraction infinie des ressources de notre planète. Et là, il faut savoir vivre avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, trouver des solutions innovantes pour réutiliser les ressources pour rentrer dans l'économie circulaire, placer les gens comme priorité, parce que beaucoup de notre système est exploitatif. On ne peut pas avoir la prospérité et le confort qu'on a pour certains gens que par l'exploitation d'autres gens. Donc il faut trouver pour que ça soit plus équitable dans le monde, pour qu'il y ait moins de gens qui vivent avec 20 dirhams le jour et moins de millionnaires aussi. Il faut un peu rétablir l'équilibre. Il nous faut l'équilibre. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Votre génération et la génération qui suit, vous souffrez déjà de ce que nos grands-pères ont construit. Alors, moi, déjà, la définition de développement durable, c'est la notion de développer des choses à caractère durable et qui rentre dans les... Quand on écrit développement durable, on a 3 blocs qui apparaissent: environnement, économique et social. Donc, vous avez étudié ça, donc vous avez compris la leçon. Et des objectifs de développement durable, ben c'est ça. Ben vous voyez, c'est écrit clairement que c'est des objectifs qui rentrent dans ces blocs-là, social, économique et environnemental.
Donc l'entrepreneuriat social, c'est en fait l'action, c'est le projet qui va réaliser ce développement durable. Donc c'est lié. C'est connecté. Quand tu as dit la relation, moi je l'ai direct pensé que en fait la relation est directe. C'est là. Si tu veux accomplir le développement durable, tu dois faire des actions. Et ces actions-là, elles rentrent dans ton projet qui a un caractère social et qui a un business model rentable. Donc c'est l'entrepreneuriat social, tout simplement. Merci beaucoup. Y aura-t-il d'autres questions, s'il vous plaît, monsieur? Pardon, juste pour compléter ce que j'ai dit, éviter de créer des projets qui vont régler une problématique sociale, mais qui vont créer une problématique environnementale. D'ailleurs, moi j'ai rencontré dernièrement un projet, son impact social il est top, mais par contre il faisait des émissions de gaz, donc il avait un impact environnemental qui était nocif. Donc, et c'est ça en fait, si on revient à la relation entre les deux, c'est ça, c'est qu'il faut garder cette notion d'impacter les choses positivement et de ne pas impacter l'un de ces volets négatifs. Vas-y, tu peux poser des questions. Bonjour, je vous remercie pour votre intervention enrichissante. Et ma question, c'est pour Madame Shaima. Vous avez mentionné au début qu'il faut s'éloigner de la charité et penser plutôt à une solution de développement durable. Pouvez-vous nous parler de cet aspect? أنا بعدا مراكش خاصني ندير فورماسيون على شيماء ماشي شيماء ما تبقاش تقولي شيماء باسكو جي بوكو دامي مراكشي كيقولوا لي شيماء كيقولوا شيماء. Alors charité, moi je me suis pas dit, j'ai pas dit quand j'ai dit éloigner, ça veut pas dire ne plus le faire. La charité c'est bien, la canine qui est la charité on a daily basis. Mais ce que je vous dis c'est de créer de l'impact durable. La charité, supposons, on va parler des exemples اللي كاينين دابا كنشوفوا ديال الوقفه ديال رمضان ديال ملي كيكونوا الناس كيموتوا بالبرد كنديو لهم الحوايج في البرد. Ça c'est bien, mais ce n'est pas durable. Aujourd'hui tu fais ça, demain si tu n'es pas là, personne ne va le faire à ta place. Et donc les gens ils vont continuer à mourir, les gens ils vont continuer à يموتوا بالجوع. Donc c'est ça la différence en fait. La charité c'est bien, mais ce n'est pas durable. Donc, autant créer des projets qui sont à caractère durable. Tu restes dans le social, oui, parce que tu es en train de régler une problématique et tu réponds à un besoin. Molécule, en parallèle, tu es en train de créer de la valeur ajoutée, que ce soit en termes de création d'emploi, que ce soit en termes de quelque chose qui va pérenne, qui va rester là. On en a parlé tout à l'heure avec Laura. C'est quelque chose qui va rester là, même si toi tu quittes, ils vont faire quelque chose. Donc c'est ça la différence, c'est surtout le caractère de la durabilité, ce qui est très très important. On veut aider les gens, c'est bien, mais comment on peut aider les gens et que Hadekshi sera durable? C'est toujours avec les bons volontaires en fait de créer un très bon impact social et économique surtout sur le socio-économique local et régional. En fait, si vous n'avez pas d'autres questions, mesdames et messieurs, il y aura d'autres questions à la fin? En fait, à la fin de notre discussion, je n'ai que de remercier nos chers intervenants, Madame Laura Fitzgerald et Madame Shaima Naoui pour votre présence. Et surtout pour cette discussion enrichissante, inspirante et motivante. Là, ça ne reste que de donner la parole à Madame Iman qui va nous faire un petit mot de clôture pour la conférence et je vous remercie encore. Merci infiniment. Merci pour vos interventions, mesdames. Vraiment, c'est un plaisir de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Et je vous dirais, moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, vous allez me corriger si je me trompe, passion, défi, persévérance, un bon réseau de contacts, croire en nous, rêver grand. Est-ce que c'est bien ça? Oui, il y a aussi deux choses. Il y a développement durable, donc choisir une solution durable pour nos projets qui cadrent dans un cadre social. Alors merci mesdames pour tout ce que vous faites.
et la différence dans la différence des vies, des personnes, des bénéficiaires, des personnes que vous accompagnez dans votre salamati, c'est bien ça? Voilà, donc tout ce qui est prévention, alors ça a un impact. Nous, on est là, on veut garder une trace dans cette vie. Comme vous l'avez dit, Madame Sheila, tout à l'heure, pourquoi je suis là, pourquoi je me lève le matin et je me dis je dois faire tout ça? C'est la passion qui nous fait lever pour faire quelque chose qui nous anime, pour changer la vie des personnes auxquelles on croit, la cause auquel on croit, et faire un impact pas juste social, mais aussi qui pourrait être économiquement favorable. C'est bien ça? Oui, merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi les membres du club UPM Students Union. Je tiens à remercier aussi mesdames, Madame Hasna Hamdawi et Madame Zahra Al-Hamidi pour l'accompagnement consacré à ces étudiants pour l'organisation de l'événement. Pour les étudiants qui sont intéressés, moi je vous invite vivement à, si vous avez des idées, sûrement vous en avez une. Vous dites jamais qu'il y en a une mauvaise ou elle n'est pas bien, je sais pas, je suis pas certaine qu'elle est très bien mon idée, peut-être qu'elle est déjà faite, mais je peux avoir la même idée mais la retravailler différemment. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Donc la fibre entrepreneuriale, c'est ça qui anime aussi votre parcours académique mais aussi professionnel. Donc vous allez pouvoir même faire comme par exemple Madame Laura, elle a une passion, elle a une vocation sociale, mais aussi elle a son métier qu'elle chérit aussi et que c'est son pain de gain, son gain pour subvenir aussi à nos besoins. Ça c'est tout à fait naturel. Donc je pense, oui, je vais juste peut-être donner. C'est bon? J'ai cru que vous vouliez prendre la parole. Parfait. Merci mesdames, merci infiniment. Merci.